tous. Bonsoir, chers habitués, voilà, nouveaux arrivants. Voilà, on est toujours ravis de vous retrouver pour ce cycle de conférences. Donc ce soir, un invité très particulier, en tout cas, notamment sur la thématique qui nous intéresse. Donc, vous l'aurez compris, la Seconde Guerre mondiale dans les Deux-Sèvres. Donc, on ne le présente plus, mais je vais le faire quand même. C'est l'exercice. Donc, Monsieur Chauvet, vous êtes agrégé, vous êtes chercheur associé à l'Institut d'histoire du temps présent, et le CNRS, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, voilà, avec de très nombreux ouvrages sur la résistance dans les Deux-Sèvres, occupation, résistance et libération, les Deux-Sèvres dans la guerre, également autour de la figure presque tutélaire ici, d'Edmond Trou, voilà, avec notamment un ouvrage là aussi qui a fait référence, Maïf Résistance, ses combats pour la liberté, et puis sa publication la plus récente, on s'est empressé de la commander, voilà, J'ai dit merde à De Gaulle. Vous voyez, un titre légèrement provoque, mais voilà, qui donne une bonne tonalité, en tout cas, et qui nous rend ce dynamisme, en tout cas, qui montre que la période est toujours aussi vivante. Donc ce soir, une conférence autour de la libération dans les Deux-Sèvres, de la clandestinité à la victoire. Donc après avoir entendu plutôt les réseaux de résistance, c'est-à-dire au début de la résistance, sur la période 40-42-43, là, et le nord des Deux-Sèvres, cette fois-ci, nous vous proposons d'aller un peu plus au sud, un peu plus, pas exagéré, mais voilà, un peu plus au sud, avec la libération des Deux-Sèvres, et notamment dans le sud du département, 43-44. Donc j'espère que vous apprécierez autant que nous cette conférence. Voilà, je suis sûre qu'elle va être absolument passionnante. Merci encore d'avoir accepté de la faire chez nous. Et je le précise de suite, c'est extrêmement important pour nous parce que M. Chaumet notamment nous a conseillé sur l'exposition que vous pouvez voir à côté, que vous pourrez voir encore quelques mois, voilà, et également sur les activités à venir, on n'en dévoile pas plus. Voilà, mais on a la chance de pouvoir le compter parmi nous comme nos soutiens. Donc merci encore à vous. Merci pour votre engagement auprès des archives départementales, auprès de nos publics. Et puis, bonne conférence à tous. Merci. Merci beaucoup pour ces mots fort sympathiques. Alors donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je pense que c'est mieux comme ça, non? Parce que j'ai l'impression que le retour est... C'est bon. Alors, écoutez, effectivement, cette conférence s'inscrit dans la continuité de celle qui a été présentée par Virginie Dodin, concernant donc le début de la période de la guerre et les débuts de la résistance dans le département des Deux-Sèvres. J'ai donc moi la charge de clore en quelque sorte cette histoire avec ce moment important des années 43-44 qui vont permettre à la résistance de passer de la clandestinité à la victoire. Il n'en reste pas moins que si on parle souvent de résistance, il faudrait peut-être préciser de ce dont on parle. Parce que finalement, très souvent, dans l'esprit des gens, la résistance, c'est l'image fort connue des résistants qui sont en train de mettre un pain de plastique sur une voie ferrée. Ben, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Deux-Sèvres, la résistance, c'est pas ça du tout. C'est à la fois beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche. J'ai essayé de résumer ça rapidement par quelques mots. Résister, qu'est-ce que ça veut dire? Résister, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que résister finalement dans ces années 40, 44, 45 éventuellement? La première des choses, ça a été de cacher des armes. C'est vraiment la première forme de résistance. Ces soldats qui ont été battus par l'armée allemande et qui reviennent chez eux avec leurs armes, ils cachent les armes. C'est un premier acte de résistance. C'est aussi très modestement faire des inscriptions aussi à l'occupant, du genre les Allemands dehors, la victoire pour la résistance plus tard,
De Gaulle éventuellement. C'est éditer des tracts pour appeler au combat contre l'occupant. C'est imprimer des journaux pour faire passer les messages. Et ça nécessite déjà une organisation structurée. Donc c'est plus les années 40, 41, si c'est un peu 41, c'est surtout 42 et les années suivantes. C'est faire des faux papiers, très important pour ne pas se faire arrêter par ce qu'on appelle parfois la Gestapo, pas forcément la Gestapo, mais c'est pas grave, on y reviendra par la suite. C'est beaucoup plus important cacher des juifs ou des réfractaires de l'STU. Ça aussi, c'est la résistance, puisque si on cherche à définir précisément ce qu'est la résistance, j'ai envie d'utiliser une formule qui n'est pas tout à fait de moi, mais que j'ai un peu modifiée, à savoir que la résistance, c'est l'opposition à un projet géopolitique et identitaire des nazis. Donc tous les moyens, entre guillemets, sont bons pour s'opposer à la réussite de ce projet. Au niveau géopolitique, ça comporte évidemment l'occupation du pays. Au niveau identitaire, ça correspond à la nécessité dans les têtes des nazis d'éliminer tous les juifs. Résister, c'est aussi faciliter l'évasion des aviateurs alliés. Bon, on n'est pas tellement concerné dans le département, donc je ne vais pas en parler, mais dans d'autres départements, c'est quelque chose de très important. Beaucoup plus important, et là on aborde les sujets que je vais évoquer ce soir, renseigner les alliés. Il est très important pour la réussite du combat des alliés d'avoir des renseignements fiables sur ce qui se passe ici dans ce département ou dans les départements voisins, notamment en Charente-Maritime, notamment à La Rochelle, puisque la base sous-marine de La Rochelle est évidemment un élément important du dispositif de défense de l'armée allemande, de même que le mur de l'Atlantique, qui existe encore aujourd'hui sous la forme des blocos qu'on rencontre de temps en temps encore sur les côtes. C'est un élément essentiel du dispositif anti-allié. Et donc, il est important que les résistants permettent aux alliés d'avoir de bons renseignements. C'est également structurer les mouvements paramilitaires qui se constituent essentiellement à partir de l'année 43. C'est la formation à l'utilisation des armes, bien sûr, parce que beaucoup de résistants ne sont pas des militaires, même s'ils ont fait le service militaire éventuellement, ils n'ont pas la pratique des armes qui est dans le niveau nécessaire. Et donc, une des actions de la résistance sera de former donc, à l'utilisation de ces armes. C'est également organiser la lutte libératrice, et c'est ce que nous verrons à la fin, avec le rôle notamment des Gambou. Alors, en fait, je vais focaliser cette conférence sur deux types de résistance. La résistance du renseignement, les réseaux de renseignement, qui existent avant 1943, mais qui se développent notamment à partir de l'année 1943. Et puis, nous verrons ensuite les mouvements paramilitaires, les mouvements de lutte armée contre l'occupant. Alors, les réseaux d'enseignement, je ne vais pas les évoquer tous, parce que ce serait plusieurs conférences qu'il faudrait rassembler pour pouvoir le faire. J'ai simplement mis là les réseaux dont je ne vais pas parler, mais que j'évoque rapidement. La confrérie Notre-Dame, Madame Daudin a dû vous en parler, puisque c'est un des réseaux qui est né pratiquement dans les Deux-Sèvres, en même temps que d'autres développés dans la région grenoblaise. CND Castille, Gallia, Farlao, Mousquetaire, Eben Furet, Életerre, vous voyez, il y a plein de réseaux d'enseignement, mais dans ce département, ça correspond à quelques individus épars,
à la limite quelques dizaines de millimétres, mais à peine. Par contre, la conjonction de ces réseaux permet d'avoir une information de qualité au niveau de Alors en fait, je vais focaliser l'intervention sur deux réseaux beaucoup plus importants que les autres. L'un qui s'appelle DELTA-X et l'autre qui s'appelle Zéro France, qui ont la particularité d'être non pas des réseaux français, mais des réseaux belges. Des réseaux belges avec des Français dedans, de nombreux Français, mais je trouve que l'appellation qu'on utilise parfois de réseau franco-belge est un petit peu réductrice parce que ce sont des réseaux belges qui adressent leurs renseignements au service de sûreté belge qui se trouve à Londres, puisque la Belgique a, comme la France, en quelque sorte des envoyés spéciaux, si je puis dire, à Londres, qui continuent le combat aux côtés des Anglais pour la libération de l'Europe occupée. Alors, ces deux réseaux sont représentatifs donc, de l'activité des Belges dans notre région, mais en fait, je vais commencer par Zéro France, avec ici celui qui a joué le rôle le plus important de ce réseau dans le département. Le réseau Zéro France est un réseau donc, qui est créé par le service de sûreté belge en juin 1942, qui est strictement dédié au renseignement et qui, à la fin de la guerre, notamment, s'est intéressé à la construction des V1 et des V2, dont vous savez que Hitler comptait en faire son arme privilégiée pour, in fine, renverser le cours de la guerre. Ce réseau s'est beaucoup développé puisqu'il comptait 45 membres en juillet 1942. À la fin de la guerre, 2 ans plus tard, et il comptait plus de 1000 agents qui étaient surtout employés parmi les employés et les cadres de la SNCF, qui étaient des gens qui avaient la possibilité d'avoir des renseignements de façon plus importante que d'autres, notamment parce qu'ils avaient la possibilité de circuler facilement. Alors, ce réseau Zéro France était essentiellement installé dans le nord de la France, donc, puisque j'évoquais les bases de lancement de V1 et V2, mais également en Normandie et dans la région parisienne. Et il y a un département qui n'est pas du nord de Normandie ou de la région parisienne, qui est important pour Zéro France, et ce département, c'est les Deux-Sèvres. Alors, pourquoi les Deux-Sèvres? Essentiellement par rapport à la proximité des défenses allemandes de l'extérieur, mais aussi parce que c'est le dernier département à être dans le rayon d'action des avions venant de Londres. Des avions dédiés au transport des renseignements, on va dire, hein, des valises notamment qui servent à collecter les documents. Ce sont des petits avions, on va les voir tout à l'heure, et ils n'ont pas de rayon d'action plus important que celui des Deux-Sèvres. C'est la limite. Et donc, en se focalisant sur les Deux-Sèvres, on a la possibilité de faire expédier des renseignements à Londres par ces avions, dont les Allemands n'imaginent pas qu'ils puissent venir jusqu'ici pour chercher des renseignements, parce qu'ils imaginent que la plupart des renseignements qui intéressent les Alliés proviennent du nord de la France. Alors, il se trouve que Jean Houilloux, donc, radio, c'est un opérateur radio de Zéro France, débarque le 23 août 1943, donc, vous voyez, on est bien dans cette période de 43-44, sur le terrain d'Assé les Jumeaux dans les Deux-Sèvres, et il a une particularité technique avec lui, c'est qu'il est porteur d'un appareil de radio, d'un émetteur radio, d'une technologie tout à fait moderne, qui est appelé Chevalier, et qui permet en fait de joindre les avions et les bateaux. Il peut communiquer avec les avions, notamment lorsque
il y a des parachutages, il y a des avions qui s'avancent pour recueillir des renseignements. Et donc, c'est une des nouveautés technologiques qui ont été expérimentées en ECM, et vous allez voir qu'il y en a d'autres que celle du poste de radio. Alors, Jean Ouyou, dont le pseudo est Rider, bénéficie de l'aide d'un couple qui s'occupait de vendre des appareils de radio et de photos, les Gibaud, qui avaient un magasin à la place du Temple et qui jouait un rôle important pour aider Ryder dans sa recherche d'enseignement. Alors, le deuxième réseau d'enseignement belge installé en Deux-Sèvres, c'est le réseau Delbo-Phoenix. On appelle Delbo-Phoenix. En fait, il s'appelle non pas Delbo-Phoenix en Deux-Sèvres, mais Phoenix, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, à l'origine de Phoenix se trouve effectivement le réseau Delbo. On a ici, par exemple, un document qui montre les différents réseaux d'enseignement belges en France. Alors, certains ne nous intéressent pas, les trois premiers ne nous intéressent pas directement. Vous voyez que les deux derniers, Zéro France et Delbo Phoenix, ont travaillé en parallèle à partir d'un temps qui se situe le printemps 1942. Et en fait, ces deux réseaux travaillent vraiment main dans la main. On va le voir avec justement ce qu'on appelle l'affaire Gibaud. Donc, Delbo est un nom qui provient de la contraction de celui qui le dirige, qui est un major de l'armée belge, qui s'appelle Émile Delannoy. Et Émile Delannoy a été envoyé à Bordeaux pour installer ce réseau en cours de création dans l'année 42, d'où le nom de Delbo, Del pour Delannoy et Beau pour Bordeaux. Mais il se trouve qu'en fait, à Bordeaux, il a été très rapidement détecté par les Allemands, et en fait, il s'est progressivement écarté de Bordeaux pour se rapprocher de Paris, et sur le chemin de Bordeaux à Paris, il y a Niort. Alors, ce réseau, donc, ce réseau est en quelque sorte brûlé à Bordeaux. Paris n'est pas non plus la zone la plus intéressante pour les réseaux belges. Donc en fait, ils vont s'installer à Niort, d'autant plus que deux agents importants de Delbo Phoenix vont être parachutés dans ces années-là. C'est Jean de Prater, pseudo Taylor, et Albert Lix, pseudo Kipper. Donc ça va, en quelque sorte, justifier l'implantation de ce réseau qui, en fait, dont les principaux membres parisiens sont arrêtés par la Gestapo. Et donc, du coup, ce réseau de renseignement va rebondir, en quelque sorte, sur les Deux-Sèvres avec la recréation de ce réseau qui va passer du nom de Delbo au nom de Phoenix. Alors souvent on dit Delbo Phoenix, mais en réalité il s'est appelé Delbo jusqu'à début 43, et ensuite Phoenix après 43, et c'est bien un réseau lié à la sûreté belge. Alors, ce réseau bénéficie en fait de l'aide très importante des employés des ponts et chaussées qui vont être recrutés par Delbo Phoenix, et notamment un homme qui a joué un rôle absolument essentiel, qui s'appelle Louis Michaud, pseudo Petit Louis, et quelqu'un qui est... Alors, j'ai pris ici trois citations d'un pilote anglais qu'il a bien connu, parce qu'il a logé chez lui.
dans une affaire que je vais vous raconter bientôt. Robin Hooper, donc le pilote anglais, dit de Louis Michaud, c'est une personnalité tout à fait remarquable. C'est l'une des personnes les plus constamment amusantes que j'ai connues. Il a couru probablement plus de risques qu'aucun d'entre nous. Et je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter un petit extrait de l'entretien que j'avais mené il y a 30 ans, avec Tiwi, qui était un personnage tout à fait charmant et avec lequel j'ai passé des heures délicieuses. Voilà comment il raconte la recréation de Delbo sous le nom de Phénix. Et alors après, pour le transformer en Phénix, on a fait une réunion. Et là, vous allez rigoler, c'est Gibault qui s'en est occupé. On a fait une réunion à la Chambre des métiers. Et vous ne devinerez jamais où, la Chambre des métiers. J'en ai jamais causé à la Chambre des métiers, pourtant j'y vais là, j'en ai parti, il faudrait qu'un jour que je leur dise ça. À la Chambre des métiers se trouvait Place du Temple. Hein, je ne sais pas, vous voyez où c'est là. À côté, il y avait le machin, à côté du marchand de disques, là. C'était dans ce coin. Et alors là, il y avait des bureaux de la Chambre des métiers, c'était pas dans le fond comme ça, c'était un petit truc. Alors on avait marqué réunion des plombiers zingueurs, ainsi de suite. Et ça avait été marqué dessus, alors ne pas déranger, réunion des plombiers zingueurs. Et on a amené tout le monde, et le matin, ici la Gestapo. La Gestapo était en face, vous savez, elle était en face. C'était la meilleure solution, paraît-il. Eh bien, vous auriez rigolé, c'est qu'à ce moment-là, des gens sont descendus de Paris. Il y a Sabot, Delannoy, De Prater, puis enfin tous les autres qui sont venus, qui habitaient les réseaux, c'était, je sais pas combien, 7, 8, hein. Tout ça est descendu, tout ça avait une serviette avec un revolver dedans, au moins, ou puis tout un autre truc. Ils sont descendus, ils ont été là-bas, alors on a demandé, je sais pas si c'est Georges ou un autre, on m'a dit, on va l'appeler, Delbo est grillé, bon, on va l'appeler Phénix. Le Phénix renaît de ses cendres, on va appeler ça Phénix. Et alors voilà comment ça s'est terminé, Delbo Phénix. Et peu de temps après, Delbo, je l'ai donc pris, et je les ai emmenés. C'est à la fois émouvant pour moi d'écouter Kiwi, mais en même temps c'est important de saluer son action, parce qu'en fait il a été le véritable adjoint de Prater, le chef du réseau, et donc on a ici, dans ce département, à New York plus particulièrement, vraiment la tête de tout un réseau qui est lié donc à la sûreté belge et donc aux Anglais, puisque naturellement les Belges travaillent main dans la main avec les Anglais. Alors, il serait peut-être intéressant de voir comment travaillent ces résistants du renseignement, notamment voir comment passent les informations, comment sont transmises les informations, parce que recueillir des informations, notamment militaires, sur l'implantation de l'armée allemande, c'est une chose. La faire parvenir cette information à Londres, c'en est une autre. Et c'est pas si simple que ça. Alors voilà comment ça se passe. Alors d'une part, on a la possibilité des émissions radio, bien sûr. L'important étant qu'il ne faut jamais émettre du même endroit, ou du moins pas longtemps. Alors qu'en fait, c'est compliqué parce que les émissions se font en morse, et donc un simple mot prononcé très rapidement en vocal devient un ensemble très long de tic-tic, tac-tac, tic-tic. Et donc les émissions durent assez longtemps. D'où la nécessité de passer d'un endroit à un autre chez les sympathisants. Alors là, je vais représenter ici, autour de New York, les différents endroits où on est sûr que Ryder a émis. Vous voyez que notamment autour de Meunier, par exemple, vous avez 3, 4, 5 lieux d'émission. Une autre possibilité, c'est les valises pleines de renseignements. Lorsque les documents sont trop importants, lorsque c'est des plans, par exemple, d'installations sous-marines allemandes ou d'installations militaires, le transfert des renseignements peut se faire par courrier. Alors là, j'ai pris l'exemple de Zéro France, à partir de la Belgique, parce que c'est plus simple à représenter.
Et vous voyez qu'en fait, il y a tout un circuit qui correspond à des centrales de renseignement vers lesquelles les agents vont porter les valises de renseignement. Et notamment ici, c'est Petit Louis, dont je parlais à l'instant, qui portait quasiment 2 fois par semaine des valises à Paris pour alimenter donc le transfert de ces renseignements vers Londres. Alors, deuxième possibilité, oui, essentiellement les renseignements transitent par l'Espagne et le Portugal, qui ont été relativement neutres dans ce passage des renseignements. Et puis vous avez la possibilité de passer par la Suisse également, et donc un deuxième circuit de transfert de valises de renseignements. Alors, vous avez la possibilité également des liaisons aériennes, puisque les valises peuvent être chargées dans les avions qui servent également au transport des agents, pas beaucoup, 2 ou 3 à chaque fois, entre Londres et la France occupée. Notamment cet avion qui est spécifique du transport pendant la Seconde Guerre mondiale dans des conditions de visibilité relativement faibles. C'est l'Alexander, que vous voyez en bas à gauche, qui est un petit avion. Donc, vraiment, venir jusqu'en Deux-Sèvres, c'est quasiment à la limite de ses possibilités. L'Hudson est un rayon d'action plus important, mais il y a très peu d'avions Hudson qui sont dédiés au transport de ces renseignements. Et puis, alors, il y a quelque chose qui a été expérimenté en Deux-Sèvres ici, pour la première fois. C'est ce qu'on a appelé le mail pick-up. Alors, le mail pick-up, j'ai un document qui raconte ça très bien, puisque c'est Taylor qui a fait ce rapport envoyé à Londres. Moi, j'ai oublié l'essentiel. Pour la lune de février, vous nous demandiez de reprendre le courrier qui avait été confié à un service français d'évacuation par air et d'organiser une opération de mail pick-up. Alors, mail pick-up, c'est le courrier qu'on prend sans que l'avion ne s'arrête, mais avec un système de crochet sous l'avion qui permet de ramasser les valises. Alors, craignant que le terrain déjà proposé par le Niort ne fut pas accepté bien que remplissant toutes ces conditions, j'ai décidé de réutiliser celui de Périgny, qui convenait fort bien à ce genre de travail. Le terrain de Périgny, j'en parlais bientôt, c'est aussi un terrain où il s'est passé des choses assez dramatiques. C'était la première opération de ce genre que je mettais sur pied, et je n'en avais pas reçu instruction d'Angleterre. Donc on invente en quelque sorte. J'ai reçu l'ordre de demander la collaboration de Ryder. Celui-ci ne paraissait pas très au courant du travail. Il nous dit Louis Michaud et moi l'organiser sur des indications peu précises et suivant notre jugement. L'opération fut assez dangereuse car l'avion fit, si je ne me trompe, 9 fois le tour du terrain avant de faire 5 essais qui finalement réussirent. Cette opération fut encore un succès auquel coopérèrent sur le terrain Kepper, Ryder, Louis, Michaud et moi-même. On trouve cela même. Cette opération de mail pick-up fut la première de ce genre réalisée par les services belges, peut-être même la première en Europe, ainsi que le capitaine Nicodème m'a fait l'honneur de me le dire. Je suis heureux de l'avoir réussi et de voir de ce fait inaugurer un nouveau mode d'évacuation beaucoup plus facile à réaliser que le pick-up. Vous voyez en quoi il est important d'évoquer ces réseaux d'enseignement dans ce département des Deux-Sèvres. Alors rapidement, je voudrais dire que ces 2 réseaux ont été démantelés au printemps 1944. Par exemple, vous
vous avez ce document ici, qui est un télégramme envoyé à Londres par Keeper, qui indique, pareil, ici, ici, un rider blessé. Un rider blessé de 2 balles dans la tête par un acolyte qui a été tué, tournerie tué, et monsieur et madame Gibault sont enfuis, faisant une enquête. Ceci ne gêne pas les personnes. Alors, cette fin de télégramme est fausse, hein, parce qu'en fait, ça évoque l'affaire Gibault, le magasin, vous savez, de radio, hein, qui était place au temple, qui a été, je dirais que logé en grande partie Ryder, qui a été démasqué en quelque sorte comme un agent belge, par un Français qui était au service des Allemands, la Gestapo. Et dans l'intercation qui a eu lieu à cette occasion, Tournerie, donc, qui était un résistant niantais, a été tué. Et monsieur et madame Gibault ont été enfuis, mais ils ont été rattrapés par ce qu'on appelle habituellement la Gestapo, qui en fait s'appelle la SIPO, Sicherheitspolizei, la police de sécurité, qui donc a mené l'enquête et qui a réussi à arrêter De Prater le 12 avril 1944, Petit Louis le 16 avril, et Houillou et Gibault le 18 avril. Et puis il y a des dizaines d'autres résistants, parce que ces réseaux étaient vraiment importants, qui ont été également arrêtés. Vous avez par exemple ici, je n'ai pas une photo tout le monde. Vous avez André Belot par exemple, en haut à droite, qui tenait, ont tenu un restaurant qui se trouve à côté de la MAF, à Choret. Vous avez Huguette Moinard, qui était secrétaire, que j'ai bien connu également, qui était une personne absolument délicieuse. Huguette Moinard qui jouait donc le rôle de secrétaire pour taper les documents qui étaient envoyés à Londres. Et puis vous avez la famille Fauché, par exemple, qui a été entièrement décimée dans cette répression, qui a envoyé la plupart des membres des réseaux belges, franco-belges, en grande concentration. Voilà donc pour ce qui concerne les réseaux d'enseignement. Je vais revenir maintenant au mouvement paramilitaire qui prépare les combats de la résistance, les combats de la libération. Alors, vous savez que je dirais qu'à la fin 1942, les 2 grands mouvements de résistance qui sont implantés dans ce département, notamment dans la région de Thouars et dans le nord du département, ça a été évoqué par Virginie Dodin, je ne vais pas y revenir, c'est le mouvement qu'on appelle l'organisation civile et militaire, qui est le principal mouvement de résistance militaire, paramilitaire de la zone occupée, du nord de la France. Et puis il y a également un autre mouvement qui est moins important, qui s'appelle Libé Nord, Libé pour libération, bien sûr, Nord parce que c'est aussi la zone occupée qui est concernée. Alors en fait, il y a eu un coup d'arrêt très important qui a été donné l'été 43, dès le printemps 44, mais dès le printemps 43, pardon, et surtout l'été 43, la CIPO a arrêté une grande partie des résistants de l'OCM, qui a été complètement décapité. Et donc, il a fallu reconstituer en quelque sorte cette structure, et c'est ce à quoi s'est employé, sans le savoir au départ, Edmond Pro, dont vous voyez ici une photo qui le représente, le flag 13B, parce qu'il était à ce moment-là, en 1941, prisonnier de guerre dans un camp d'officiers, le flag.
officier au flag, c'est contre-officier, amiral Blanc. Alors, en fait, Edmond Pro est libéré en 1941 par le fait qu'il a été combattant de la guerre 14-18. Et ça, on le sait assez peu, mais il y a eu des opérations de libération comme ça, notamment des officiers qui avaient participé à la guerre 14-18. Et très rapidement, il va essayer de rassembler autour de lui, dans la région de Saint-Mexan, des forces de résistance, des gens qui veulent bien s'engager. Alors, je dis dans la région de Saint-Mexan parce que Edmond Pro est né, donc ça fait un mémoire en fait, mais il est instituteur, et il est nommé, ça a été son seul poste sur la commune de Sèvres, l'école de PR de Sèvres, ce qui est un hameau de la commune de Sèvres. Alors, en fait, il monte un petit groupe de résistants qui n'ont aucun lien avec ECM ni avec Londres, qui sont en fait des gens qui veulent faire quelque chose, qui se réunissent pour essayer de voir ce qu'ils peuvent faire, mais qui sont très démunis, en fait, qui ont à la fois peu de moyens militaires et peu de moyens financiers pour organiser tout ça. Au point que le nom que donne Edmond Pro à ce petit groupe qui a rassemblé autour de lui, c'est le mouvement initial et anonyme de la résistance. Initial, non, en fait, pour lui c'est initial, parce qu'il ne connaît pas les autres résistants, notamment ceux du Nord, mais en réalité, il est arrivé après d'autres. Et anonyme, oui, parce que ils sont attachés à personne d'autre. Et en particulier, une des grandes préoccupations d'Edmond Pro, c'est de trouver le contact avec Londres pour avoir des ordres, notamment, et avoir des parachutages d'armes qui sont indispensables pour mener la lutte à venir. Alors, ce mouvement initial et anonyme va être repéré quand même progressivement. Du coup, par l'intermédiaire du général Fauché, Edmond Pro va être mis en contact avec l'ECM. Le général Fauché, voilà. Le général Fauché, je crois qu'il est bien connu, mais je vais rappeler que c'est l'un des grands officiers français à s'être opposé à l'accord de Munich qui a démantelé la Tchécoslovaquie. Alors, en quoi ça le concernait? C'est qu'il était le chef de la mission militaire française à Prague, donc le capitaine de la Tchécoslovaquie, et qui a tout fait pour encourager la résistance des Tchèques. Mais rapidement, il a été rappelé par son gouvernement et il est revenu s'installer dans sa patrie d'origine, à savoir Saint-Mexan. Et on le voit ici avec Pétain. J'aime bien cette photo parce qu'elle illustre aussi des destins divergents de deux officiers supérieurs. L'un qui s'est organisé dans la collaboration et l'autre qui, dès le départ, dès 1938, manifeste un sentiment de résistance et entreprend tout ce qu'il peut pour organiser cette résistance. Alors il se trouve que le général Fauché est proche de Libé-Nord, parce que Libé-Nord est représenté dans ce département par quelqu'un qui s'appelle Marcel Chichery, qui est proche donc du général Fauché et qui est responsable de Libé-Nord. C'est un peu compliqué, mais en fait, j'essaye de donner de la clarté en disant qu'il y a l'océan d'un côté et Libé-Nord de l'autre, mais en réalité, tout ça est relativement proche. En fait, on est assez peu enfin, on s'attache assez peu aux étiquettes, et l'important c'est l'action. Et donc, Edmond Pro va voir le général Fauché, parce qu'il sait que le général Fauché, d'une part, habite Saint-Mexan, donc tout près de Sèvres,
et qui est en liaison avec l'Ibénor. Et ça aurait dû déboucher sur un attachement en quelque sorte d'Edmond Pro à l'Ibénor, mais en réalité, c'est avec l'OCM que la liaison va se faire parce que en août 1943, l'un des responsables de l'OCM bordelais, qui chapeaute en fait l'OCM du Sèvres, va proposer comme nouveau chef de l'OCM en Deux-Sèvres la candidature d'Edmond Pro, qui va donc l'accepter, et qui va prendre donc autour de lui un certain nombre de responsables pour l'aider dans cette tâche, notamment son fils, Robert Pro, que je l'ai connu aussi et qui a joué un rôle essentiel dans l'activité de son père. J'avais oublié que j'avais une photo de Marcel Chichery. Voici. Marcel Chichery, donc, est le responsable de l'Ibénor et qui est professeur on dirait aujourd'hui de SVT, en fait, de biologie, de sciences naturelles, comme on disait à l'époque, au collège de Saint-Mexan, photo prise en 1943, peu de temps avant que Marcel Chichery ne soit arrêté et déporté. Il ne reviendra pas, ni en France. Alors, je passe sur le alors, il se trouve aussi que Chichery est en relation avec un autre résistant, donc il faut que je vous parle, c'est-à-dire René Marsteau. René Marsteau, qui est instituteur à Saint-Péal. Ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est que lorsque Edmond Pro rassemble des gens pour son mouvement initial et anonyme, il va beaucoup utiliser les réseaux enseignants. Et il ne faut pas oublier qu'Edmond Pro a été l'un des fondateurs de la Maïf en 1934, donc quelques années auparavant. Donc il a une très forte connaissance des réseaux, notamment syndicaux, du monde enseignant, grâce auquel il a pu monter, lui et quelques autres, la Maïf, et qu'il va utiliser également dans le cadre de son activité résistante. Et l'un des instituteurs qui va beaucoup l'aider, c'est René Marsteau, qui a été déplacé en tant qu'instituteur qui ne plaisait pas aux instances gouvernementales, et qui a été placé donc à l'école de Sainte-Anne, qui est devenu finalement l'un des postes de pilotage de la résistance paramilitaire dans ce département. Alors, depuis avril 1943, sur le plan national, avril et mai 1943, il y a la volonté de rassembler les équipes des différents mouvements paramilitaires dans ce qu'on a appelé l'armée secrète. Et donc, ce qui est en cours de réalisation sur le plan lyonnais, notamment avec Jean Moulin, à Paris également, a vocation à se produire également dans les autres départements. Et c'est le cas donc de ce département des Deux-Sèvres. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le commandement de la région B de l'armée secrète, la région B, c'est la région de Bordeaux. La région de Bordeaux s'étend en fait des Deux-Sèvres. C'est un peu la Nouvelle-Aquitaine d'aujourd'hui, sans le Limousin. Donc on a les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, les Deux-Charentes, tous les départements aquitains, jusqu'au Vosges-Pyrénées, comme on appelle à l'époque les Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est le général Fauché qui est choisi comme chef régional de l'armée secrète pour la région B. Et c'est Edmond Pro qui est son adjoint pour le département des Deux-Sèvres. Après la fusion, enfin le rapprochement plutôt, entre l'OCM et
libéré. Il ne reste pas moins que l'hiver 43-44 est un hiver difficile pour cette toute nouvelle armée secrète, parce que les armes montent terriblement. Il y avait eu beaucoup de parachutage au printemps et au début de l'été 1943 dans le nord du département, à la demande de l'OCM. On a vu ça avec Virginie Douda. Eh bien, ces parachutages d'armes qui étaient relativement importants ont tous été quasiment découverts par les Allemands une fois qu'ils ont arrêté les principaux responsables de l'OCM dans le nord du département, parce que malheureusement, il y a eu des trahisons, il y a eu des résistants qui ont parlé et qui ont dénoncé, sous la torture bien sûr, la présence de conteneurs d'armes à tel ou tel endroit. Il y a eu, notamment chez les agriculteurs qui avaient confié leurs terres, qui avaient autorisé sur leurs terres le dépôt de munitions et d'armes, il y a eu de très nombreuses arrestations. C'est au point que le 29 janvier 1944, le général Fauché, donc chef régional de l'armée secrète, est arrêté et déporté. Il reviendra de déportation, bien qu'il était particulièrement maltraité, et bien que son âge soit relativement avancé, puisque lorsqu'il sort du Struthof, où il était enfermé, il a pratiquement 70 ans. Alors, 3 semaines après cette arrestation, la CIPO frappe à nouveau en s'attaquant à l'état-major départemental de l'armée secrète, et en particulier à Edmond Pou, son chef, qui est chef de justesse à l'arrestation. Le 18 février 1944, les Allemands arrivent pour le prendre à 7 h du matin, et ils s'aperçoivent de la présence des Allemands, et fichent le corps dans la campagne environnante. J'ai souvent l'habitude de dire que si les Allemands étaient plus malins, s'ils étaient arrivés à 9 h du matin, ils auraient pris Edmond Pou, puisqu'il aurait été dans sa classe avec ses enfants, ses élèves. Alors, Edmond Pou échappe de peu à l'arrestation et va se réfugier justement dans un lieu qui va lui permettre de travailler avec René Marsteau, qui s'appelle la Bidelière. La Bidelière, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Saint-Luxembourg, et qui est un lieu qui a été notamment peint ici par un certain Camille Lamberton, qui était à la fois résistant et qui deviendra par la suite le maire de Saint-Luxembourg. Alors Edmond Pou se cache à la Bidelière. J'ai eu l'occasion de visiter la Bidelière du temps où c'était encore possible. C'est impressionnant de voir la chambre dans laquelle Edmond Pou a passé quasiment 6 mois de sa vie sans sortir du tout de la journée, et le lieu qu'il quittait le soir pour rejoindre la Bidelière, Saint-Théâtre, pardon. Alors je passe sur la faute. Il sait se pousser la barbe et la moustache, donc voilà en train de fonctionner ça. Et donc, le soir, Edmond Pou quitte la Bidelière, que vous voyez sur cette carte à gauche, et rejoint le boy de Saint-Étienne, où il va travailler avec René Marsteau, aussi bien René Marsteau que son épouse. Alors, il va rétablir les liaisons avec les principaux responsables qui ont été épargnés par la répression. Et je voudrais citer notamment 3 personnages qui ont joué un rôle important. C'est André Royer, on appelle aussi Dubreuil, qui était menuisier à Saint-Étienne et qui a beaucoup aidé Edmond Pou dans les liaisons avec Niort en particulier. Quelqu'un qui s'appelle Hubert Arnaud, alias Yves, qui était l'agent de liaison avec le sud du département. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de ce département, Hubert Arnaud a été le président de Calif pendant plusieurs années.
il y a eu, par la guerre, un effet de la relation amicale qui a joué un rôle important pour certaines structures. Et puis Robert Ayrault, qui lui-même a été un des dirigeants de la manif par la suite, qui assurait les liaisons avec le nord du département. Et avec l'aide de ces agents de liaison et de René Marceau, Edmond Proulx organise en fait la structure militaire de ce département de la façon suivante, avec d'une part partage en 3 zones, zone nord, zone sud, zone orientale, avec des militaires pour diriger, des militaires, des civils devenus militaires, puisque c'est le cas par exemple de Pinault qui dirige la zone sud, ou de Perrault, la zone orientale. Donc, des zones, 3 zones, et puis ensuite ce qu'on appelle ici des secteurs, mais qui deviendront plutôt des triangles, dont vous avez peut-être entendu parler, triangle 16 notamment, dans la région de Saint-Vexin, et triangle 17 également, dans cette région. Alors donc, cette structure est mise en place progressivement. Edmond Proulx est un organisateur hors pair, et on peut dire qu'il a structuré, maillé le territoire d'une façon tout à fait remarquable, même s'il y a des zones plus maigres en quelque sorte que d'autres, notamment dans la région de Bressuire, qui est un petit peu le point faible de l'organisation de l'armée secrète dans ce département. Mais en fait, le vrai problème majeur de cette époque, du printemps 1944, c'est le problème des armes. On n'a toujours pas d'armes, et donc c'est compliqué de mener des actions. Même si progressivement on se rapproche aussi de l'armée secrète, un autre groupe en cours de création à partir de janvier 1944, qui est celui des FTP, les Francs-Tireurs Partisans, qui sont considérés comme étant communistes, alors qu'en réalité, certains le sont, mais pas tous. Et en fait, souvent on adhère à la structure résistante qui est la plus proche de chez soi, qui est celle de ses propres amis. Et donc, d'ailleurs, un développement de ces tireurs partisans en janvier 1944, et tout le printemps 1944 correspond aussi à la volonté de rapprochement entre les FTP. J'ai oublié de dire que les FTP sont dirigés par Maurice Robin, mais malheureusement, je n'ai pas retrouvé de photos de Maurice Robin, je n'en connais qu'une en fait, sur laquelle je n'ai pas pu remettre la main. Donc ce n'est pas une volonté anticommuniste chez moi, c'est simplement une difficulté technique. En fait, donc, les deux ensembles, l'armée secrète qui est bien organisée, qui est dépourvue d'armes, on peut le dire, et qui attend simplement un ordre de l'autre pour entrer dans l'action. Alors que les FTP ont réussi à avoir des armes de façon plus importante par le biais notamment d'un accord avec les FTP de Vienne, qui sont relativement mieux servis, et puis qui veulent se lancer dans l'action immédiate. Mais ça, c'est refusé par Edmond Proulx, qui considère que l'action immédiate aurait comme principale répercussion des villages qui vont être brûlés, ou qui vont être incendiés, où on va fusiller l'essentiel de la population, comme malheureusement ça vient de se produire en Limousin et en Touraine. Donc il y a en fait une opposition entre FTP et AS, mais une opposition mesurée car en fait Edmond Proulx a été politiquement relativement proche du Parti communiste à une certaine époque. En tous les cas, il a gardé des relations cordiales avec pas mal d'instituteurs communistes qui sont
parmi les créateurs de la Réunion. Alors, il n'en reste pas moins que Londres tranche la question en février 1944. Alors, août 1944, voilà le message que Londres fait passer pour indiquer qu'Edmond Pou devient le chef des FFI, les Forces françaises de l'intérieur, qui sont donc la liaison, la réunion, exactement, entre l'armée secrète et les FCP. Message donc, qui a été entendu à la radio de Londres. Message pour le Toto Fromagé, 2 points, Chaumet, ça c'est le nouveau pseudo d'Edmond Pou, qui avait pour premier pseudo le nom de Gapi. Gapi, ça renvoie à un Gapi, saint de Saint-Maxime. Un des saints de Saint-Maxime. Et là, Chaumet, donc c'est le nom de l'école de Perret se trouve dans un lieu qui s'appelle Chaumet. Chaumet est notre seul ami. Vous devez lui faire tous confiance. Donc voilà qui est intronisé en quelque sorte, chef des FFI. Il le doit notamment ses qualités personnelles, bien sûr, mais aussi l'aide de celui qui deviendra le préfet de la Libération, préfet de la Résistance, René Hubert, ancien professeur de physique au lycée de New York, et qui a été choisi par Londres pour remplacer le préfet de la collaboration qui s'appelle Gaulle. Donc Hubert et beaucoup sont des gens qui se connaissent déjà depuis un certain temps, qui font partie de la même famille politique en réalité, et qui donc ont une véritable complicité. Et puis Edmond Pou bénéficie aussi de l'action d'un Anglais qui est le chef de la mission Jetbug. Je reviendrai sur les missions Jetbug si vous voulez tout à l'heure. Il s'appelle Whitty, en fait c'est pour son prénom c'est Corrado. Le personnage dont j'ai parlé dans les bouquins, un personnage étonnant, qui a beaucoup de défauts, mais une qualité essentielle. Il a l'oreille de Londres, c'est-à-dire qu'à la fois il a la liaison radio et surtout il a la possibilité de faire venir des armes. Et donc, juillet et surtout août 1944, les armes commencent en fait à arriver. Et là, on va pouvoir passer à l'action. Le 13 août 1944, Londres donne le top de départ, si je puis dire, de l'action militaire en Deux-Sèvres contre les Allemands. Traduit ici par ce message d'Edmond Pou à tous ses chefs de secteur et de zone. Chaumet, chef départemental des FFI au chef de zone. Lerache a cette fois vraiment par ordre radiodiffusé du général Kelly, chef des FFI, le département est appelé à entrer immédiatement en action. Et ensuite, il détaille les différentes actions menées, et on voit notamment la question de l'armement joue un rôle important. Alors, dès ce moment-là, les résistants passent à l'action avec des sabotages, des actions de commando, l'attaque du convoi allemand. L'idée, en fait, n'est pas tellement de combattre les Allemands dans un affrontement face à face, mais de leur rendre la vie impossible pour qu'ils évacuent au maximum le terrain. En même temps qu'il s'agit aussi de retarder les grands convois allemands qui remontent de la Normandie et qui viennent en appui aux troupes allemandes qui essaient de résister, d'empêcher le débarquement de la Russie. Le débarquement et puis la bataille de Normandie, bien sûr.
Donc, c'est des actions ponctuelles en quelque sorte. Ce n'est pas un affrontement face à face, mais c'est des pics en quelque sorte multiples qui exposent les Allemands et qui les amènent à éviter de rester dans ce secteur. Alors, le résultat des courses, très rapidement, dès le 29 août 1944, les Allemands quittent Niort et remontent progressivement vers le nord. Et Montpou attend le 6 septembre pour déclarer la libération de Niort et organiser un grand défilé populaire avec ici, vous voyez, des voitures au sigle des FFI, on devine la croix de Rennes sur la voiture en tête, et éventuellement avec du matériel récupéré sur les Allemands, comme c'est le cas du deuxième véhicule, qui garde encore son immatriculation WH, qui veut dire Wehrmacht. Libération de Niort, desquels on voit sur la place de la Brèche René Hudlet, par exemple, à côté de Montpou, et Joseph Émile Bech, qui vient juste d'être nommé maire de Niort. Émile Bech, qui en parenthèse était lui-même résistant dans le cadre du réseau CND Castille, et qui avait dû fuir les Deux-Sèvres parce qu'il était recherché par la police. Et puis Joseph Minot, qui est le chef du CDL, c'est-à-dire du Comité départemental de libération, à côté de cet Anglais du nom de Cohen. Alors on retrouve ici Montpou et Cordoue avec René Guyalet, le maire de Saint-Mexon. Regardez la foule qu'il y a pour ces journées de libération, c'est une explosion de joie et de fierté. Mais la guerre n'est pas terminée puisque le 114e RI, reconstitué sous la houlette de Montpou, va participer à l'encerclement de la poche de la Rochelle et notamment être victime d'une attaque puissante des Allemands qui a lieu le 1er mars 1945. Et vous voyez ici Montpou qui vient saluer les blessés de cette bataille que les Allemands n'ont pas pu conclure puisque le 114e RI a tenu. Et du coup, le 114e RI est celui des régiments de résistants qui a participé à la libération de La Rochelle. Vous voyez ici, à La Rochelle, le drapeau du 114e RI, brandi par un des soldats qui participe à ce régiment constitué socialement par des deux séries. Voilà, donc la libération de notre région. Je vais me permettre, pour terminer, pour vous indiquer que cet exposé, qui est forcément très court, peut être complété par quelques excellents livres, notamment La résistance aux Deux-Sèvres, que j'ai coécrit quand même avec Jean-Marie Poupin, la biographie des Montpou, que j'ai signée il y a quelques années, et puis pour ceux qui s'intéressent à l'action des Anglais dans le sud-ouest de la France, cet ouvrage qui vient juste de sortir, qui s'appelle J'ai dit merde à De Gaulle. Il faut savoir pourquoi.